on part d'une idée, n'est-ce pas? Donc cette idée, on part de l'abstrait et on va vers le concret. On est dans un système qui est inverse à la démarche cartésienne. On ne va pas du concret vers l'abstrait, on va de l'abstrait vers le concret. C'est-à-dire qu'on construit petit à petit, à partir de rien, l'idée, on la traduit, c'est une image, c'est un dessin, et ensuite c'est la réalisation par rapport à ce dessin. Ça veut dire qu'on est parti de rien, c'est net, et puis que petit à petit se façonnent les choses, et on voit la réalisation apparaître. C'est une naissance. Donc c'est ça qui est beau, me semble-t-il, dans tout exercice artistique, notamment sur celui qui concerne ce métier, mais pour arriver parfois à des choses qui sont énormes. Je veux dire, des réalisations, on a vu effectivement des réalisations qui sont des monuments en quelque sorte. Je reviens sur une chose que vous avez dite parce que je la trouve assez intéressante, le fait de dire on commence par une idée. Et une idée, il faut savoir que l'étymologie c'est aideos et ça veut dire la forme. Voyez, donc on commence par une forme. Et vous l'avez bien dit, finalement, la main qui va être le prolongement, donc la réalisation comme un patron, eh bien c'est l'expression de cette idée, cette abstraction, qui dans la matière va commencer à figurer. Il faut qu'elle ait ce remplissage, j'ai envie de dire, parce qu'au final, il y a l'objet qui va être le reflet de l'idée. Donc c'est absolument fabuleux, ce passage à, à l'acte par la réalisation, et d'avoir ce talent, si je puis dire, de réalisation. Parce que on le sait bien, quand on ne sait pas faire, on a toutes les envies du monde. Moi, des idées, j'en ai. J'ai pas le talent pour le réaliser. Donc, à un moment donné, on se rend bien compte que si on a l'idée, mais qu'on n'a pas le savoir-faire, on est coincé. Comme on peut avoir un savoir-faire, mais si on a peu d'idées, on n'ira pas loin, on fera rien de génial. Donc, c'est absolument fabuleux que de pouvoir repérer chez des artisans un talent qui fait que c'est prodigieux. On est quand même devant du génie. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Et il y a du massif qui, quand même dans sa représentation, donne l'impression d'une légèreté. C'est le monumental. Quand on s'adresse au monumental, en effet, on est parfois surpris de la délicatesse avec laquelle les choses ont été réalisées. Toutes tous les chœurs de cathédrale, toutes les pentures qui tiennent les grandes portes des cathédrales, etc. C'est une finesse dès lors qu'on l'observe. Donc on se rend compte que l'artisan, donc, a procédé à toute une réflexion, un travail minutieux qui a conduit à cette réalisation, fut-elle monumentale, mais à travers lesquelles, effectivement, les repères de l'exécution permettent à partir du moment où on sent un petit peu les choses, bien évidemment, qu'on est un petit peu à la fois esthète, parce que le beau, c'est le beau. Je veux dire qu'on a des choses sur lesquelles, même si nous avons des appréciations tout à fait différentes par rapport au beau, on pourrait philosopher sur ce sujet, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il y a un certain nombre de repères communs qui font que, ça s'apprécie comme tel, c'est beau. Donc les belles réalisations en France sont nombreuses, en France et à l'étranger, et j'ai toujours porté une attention particulière à ce que j'appelle effectivement cette réalisation monumentale qui intègre effectivement des finesses de la réalisation. Donc tout ça pour revenir à l'idée de base. L'idée, c'est pour le coup cette réflexion primaire qui s'exerce et qui conduit à cette réalisation. Je crois qu'en France, on a quand même quelque chose de très beau. On a quand même les compagnons qui travaillent et qui s'appliquent, et on a aussi la réalisation du chef-d'œuvre. Et ça, c'est quand même, on a beau dire, mais quelque chose qui relève de... C'est pas simplement un objet, c'est plus que l'objet, c'est la transcendance de l'objet, j'ai envie de dire. Avec même un degré de perfection. On essaye d'atteindre presque le divin, parce que là, il y a un acte créateur absolument magnifique, enfin, on peut être que sensible, là. On peut pas aller à l'encontre de ça. Et la beauté dont vous parlez, puisque vous en parlez aussi, Kant disait, ce qui est beau, c'est ce qui plaît universellement et sans concept. C'est-à-dire, on peut pas dire pourquoi, mais c'est beau. C'est pas une affaire de goût. Le goût, c'est j'aime les roses, moi j'aime le mimosa, moi j'aime pas le mimosa, ça me donne mal à la tête. Ça, c'est une affaire de goût. Le beau, voilà, c'est quelque chose, je suis devant, ça me fascine, ça attire l'œil, ça m'intrigue, ça m'émeut, voilà, ça me touche, et je dis, oh, voilà, il y a un moment de...
comme muets, quoi. Comme disait, on dit dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, quand le mystère est trop grand, on n'ose pas désobéir, quoi. Vous vous trouvez devant l'objet, voilà. Et c'est lui qui vous dit, c'est même plus vous, c'est l'objet qui vous parle. Donc, je crois que c'est de ça dont vous voulez... Ce que je crois, c'est que, également, c'est qu'il faut que le récepteur soit allumé sur la bonne longueur d'onde. Hein. Quand on reçoit en effet un certain nombre d'informations, je pense qu'on passe par une phase de décodage qui imprime effectivement. Alors, vous savez, je me méfie toujours de la formule qui consiste à dire « tous les goûts sont dans la nature hein. ». Moi je dis le goût c'est une affaire de culture, c'est-à-dire que si nous avons les mêmes approches, si nous avons les mêmes appréciations sur la beauté, hein, sur les choses belles, on va dire comme ça, c'est que quelque part nous avons été formatés ou instruits de telle manière que pour passer d'un inné à un acquis, il y a eu quand même un certain nombre de transitions qui ont fait que l'interprétation, en général, on ne se trompe pas beaucoup. Quand on regarde de près certaines réalisations, on définit à peu près quelle est la culture qu'il y a derrière. Alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce que ça va me permettre de placer un nom d'un philosophe assez surprenant d'ailleurs. Il a écrit un essai sur le beau et le sublime, et il s'appelle Burke. Il fallait presque l'inventer, c'est presque gaguesque, mais c'est tout à fait ça. Voilà, il n'a pas de chance. Et en fait, il expliquait justement que dès l'enfance, les parents ont un rôle à jouer, déjà dans l'habillement, quand on commence à dire qu'il faut peut-être associer des couleurs, une certaine dynamique qui fait que les choses se coordonnent, même si on tranche avec des couleurs, mais on ne met pas des chaussettes rouges, un pantalon orange et une chemise verte. Vous voyez, voilà, on explique qu'il y a quand même des tonalités. Ça peut se faire, j'espère que personne n'est habillé. Ça peut se faire, mais bon, il y a une sorte comme ça de choses qui fait qu'on essaye quand même, par question de goût, de s'habituer à ces choses-là. De même qu'on éduque les enfants au goût, aux saveurs, c'est-à-dire la couleur dans l'assiette, bien sûr, mais le goût, la saveur, à quoi ça correspond. Et tout ça, eh bien, ça décrit un milieu, un environnement, et puisque vous y avez fait référence, également une époque. Nous appartenons à une époque, et nous appartenons à des mouvements comme ça, qui font que ce qui est à la mode, entre guillemets, aujourd'hui, ne l'était peut-être pas hier, et ce qui aujourd'hui paraît avant-gardiste sera peut-être la mode ou le grand mouvement qui va se développer prochainement. Donc il y a un mystère aussi dans les goûts qui sont véhiculés par les époques, et comment à un moment donné on est en rupture. Regardez en peinture, certains qui se sont amenés avec des mouvements à peu près surréalistes par rapport à d'autres, avec des couleurs flamboyantes alors qu'on était dans des choses plus discrètes, enfin bref. Tout ça aussi, ça marque un temps, une époque, des civilisations. On est aussi dans quelque chose de plus collectif à ce moment-là. Vous faisiez, bon, nous parlons effectivement depuis tout à l'heure de la ferronnerie qui prend ses origines très loin, hein, l'Antiquité. Vous voyez, l'Antiquité, bref. Donc on pourrait penser que c'est un métier d'ancien, de tradition effective, que l'on conserve, etc. etc. Ce métier évolue. Mais bien sûr. Ce métier évolue, et je veux dire que on ne fabrique plus d'abord de la même manière, les outils sont différents, les matériaux sont différents, et l'homme vit avec son temps. Donc je crois pouvoir dire, sans trop me tromper, qu'il y a peut-être de belles ferronneries qui n'ont rien de comparable. Par exemple, je citais tout à l'heure les grilles du château de Versailles, ou donc le travail des frères Lamour, mais je veux dire qu'il y a de très belles ferronneries qui sont contemporaines.